Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus ici à Marseille, au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, le fameux MUCEM, pour une émission spéciale consacrée à l'œcuménisme. Comme chaque année, en effet, à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, les producteurs des émissions chrétiennes de France 2 du dimanche matin vous proposent un dialogue entre des représentants de leur communauté, à savoir les orthodoxes, les chrétiens d'Orient, les protestants et les catholiques. Alors à Marseille, ville carrefour du commerce et des migrations, nous allons évoquer ensemble l'histoire si particulière de cette ville d'accueil pour des populations fuyant bien souvent les persécutions. Ici, ces hommes et ces femmes ont trouvé l'hospitalité et ont construit l'unité entre les confessions chrétiennes dans le respect de leur singularité. Aujourd'hui encore, la tradition d'accueil des populations venues par la mer se perpétue dans la cité phocéenne. Alors au travers des reportages et grâce à nos invités, c'est la richesse de la mosaïque démographique et religieuse marseillaise que nous allons évoquer ensemble. Et ils arrivèrent à bon port. Tel est le thème de notre émission avec vous, chers invités, que je présente sans plus tarder. À commencer par vous, Anne Faisandier. Bonjour. Alors, vous êtes membre de l'Église protestante unie de France, vous êtes pasteur du temple de Grignan, et ce depuis 2014. C'est d'ailleurs le lieu le plus ancien de rassemblement des protestants à Marseille, mais je crois que plus que la dimension historique du lieu, votre mission n'est-elle pas d'avoir le souci d'ouvrir votre communauté sur cette ville, au centre de cette ville ? Absolument. Ouvrir et accueillir, en grands mots. À vos côtés, le docteur Rafid Delagnan. Alors, vous êtes le représentant de l'Église apostolique arménienne pour les relations œcuméniques avec les chrétiens de Marseille. Je vous appelle docteur car vous êtes un médecin généraliste. Vous l'êtes d'ailleurs de génération en génération. Et vous appartenez, à propos de génération, à la deuxième génération des descendants de rescapés du génocide arménien. Alors bien sûr, en vous présentant de cette manière, la question qui vient tout de suite, c'est est-ce que cette filiation par rapport à ce drame du génocide est toujours aussi fondatrice dans votre identité ? Bonjour. Effectivement, deuxième génération, on vient de vivre la 100e année de notre présence à Marseille après avoir survécu par hasard à l'extermination totale. Sans racines, sans plus rien, sans avoir hérité de quoi que ce soit, je suis fier d'être le deuxième médecin de la famille après mon père. Et d'en avoir engendré un autre. La vie continue, à bon port. À vos côtés, le père Jean Guette. Bonjour. Alors, vous êtes recteur de l'église orthodoxe Sainte-Hermogène et de l'archevêché des églises orthodoxes de tradition russe. En Europe occidentale. Co-fondateur de la radio chrétienne Dialogue, qui est une belle réalisation de l'œcuménisme à Marseille au début des années 80. Et puis vous êtes russe par votre mère. Du coup, j'ai envie de vous demander, dans l'histoire familiale, l'arrivée à Marseille, ou en tout cas en France, ça remonte à quand ? En ce qui me concerne, je suis né en 1945. Moi, je suis né à Nice. Mais je suis petit-fils de la première émigration, c'est-à-dire de la Révolution russe. Ce sont mes grands-parents qui sont partis, donc immédiatement en 17 et 18. Et ma mère avait 2 ans, mais donc ils sont arrivés, ils ont voyagé dans l'Europe et puis ils sont arrivés à Nice. Et donc moi, je suis né à Nice. Pour une longue histoire. Déjà. Oui, pour Marseille, j'en dirai un mot tout à l'heure. Oui. Alors, enfin, Anne Giraud. Anne Giraud, vous êtes déléguée diocésaine à la pastorale des migrants, et ce depuis 3 ans. Alors ça signifie plusieurs choses. D'abord que vous œuvrez pour que ces personnes qui arrivent à Marseille trouvent un toit, parce que c'est ça qui compte d'abord. Sans doute aussi pour leur permettre, lorsqu'ils sont installés, de vivre leur foi dans cette ville. Et puis aussi, vous faites œuvre pédagogique pour mobiliser le peuple, la communauté catholique, autour de cette question des migrations et des migrants. Est-ce que ça vous correspond bien, ce que je viens de dire ? Oui, tout à fait. Sachant que c'est un long travail et que même si à Marseille, on est habitué à accueillir, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Alors, pour commencer notre émission, je vous propose de découvrir une histoire de Marseille, celle des communautés chrétiennes qui, par vagues successives, sont venues la peupler. C'est un reportage de Jean-Yves Fischbach. On dit de Marseille qu'elle est la plus ancienne ville de France.
elle est fondée par des navigateurs grecs au début du VIe siècle avant Jésus-Christ. Ils arrivent dans un contexte qui est déjà occupé par des populations autochtones. Et c'est ainsi que l'union dans cette ville est fondée entre des personnes d'ici et des personnes d'ailleurs. Et c'est finalement un bon résumé de l'histoire de cette ville, cette dimension multiculturelle qui caractérise Marseille, et déjà le fait d'une histoire, d'une rencontre entre la Méditerranée orientale et puis des populations d'ici, du sud de la France. Les premières communautés chrétiennes dûment attestées, c'est au IIIe siècle de notre ère. C'est une époque où il y a encore des persécutions. Pour preuve, le martyre de Victor qui avait refusé des pratiques cultuelles à l'empereur et qui était pour cela martyrisé. Puis, nous disent les textes anciens, enterré dans une grotte qui a donné naissance à l'abbaye actuelle de Saint-Victor où le corps est vénéré. À partir du IVe siècle, les chrétiens ne sont plus persécutés, les communautés se développent, se structurent avec des évêques, avec des églises. Et au-delà de ces églises, il y a la vie quotidienne, il y a un certain nombre d'objets dotés d'un certain nombre de symboles, quelque part un peu les émoticônes de l'Antiquité, des symboles qui rappellent le christianisme. On peut parler de l'encre, on peut parler du poisson, on peut parler du chrisme, que l'on retrouve sur des verres, sur des poteries, sur des lampes. Donc, au Ve siècle de notre ère, la ville est chrétienne dans son intégralité. Nous sommes ici en plein milieu du vieux Marseille, ça s'appelle le quartier du Panier. Et donc, à l'époque où les protestants étaient persécutés, au XVIe siècle, XVIIe siècle, c'était l'endroit où ils pouvaient être enterrés, donc, puisqu'ils n'avaient pas le droit d'être enterrés dans d'autres cimetières. Et cette présence était vraiment importante à cette époque-là, et ensuite, à cause des persécutions, elle s'est éteinte. À partir de la Révolution française et de la liberté de culte, les protestants qui étaient cachés sont venus s'installer à Marseille. Et au XIXe siècle en particulier, le protestantisme a pu renaître de ses cendres avec la naissance d'un certain nombre de communautés. Et puis, ce qui ne se sait pas, plusieurs des architectes des bâtiments emblématiques de Marseille étaient donc protestants, que ce soit la cathédrale de la Major ou la basilique de Notre-Dame de la Garde, parce que c'était des gens qui n'avaient pas droit de cité dans les sphères politiques. Donc ils se sont rabattus sur les sphères commerciales, d'armateurs et d'architecture. L'église Saint-Nicolas de Myre, c'est l'église chrétienne orientale la plus ancienne d'Europe. Elle a été construite en 1821. Cette église, on a des Arméniens, des Maronites, des Grecs orthodoxes, des Syriaques, des Chaldéens, de toutes les 16 communautés religieuses chrétiennes du Proche-Orient. Et toutes ces communautés s'entendent, ont beaucoup de racines en commun. C'est des gens ouverts au monde. Ils fraternisent facilement dans tous les pays du monde. Ils s'installent, ils font racine. Malheureusement, souvent, ils ne reviennent plus dans les pays d'origine. Et on a une caractéristique, les chrétiens d'Orient, on défend notre pays d'accueil partout dans le monde. Je veux dire, nous devenons plus chauvins que les gens du pays. Mais vraiment, je veux dire, on vibre pour le foot. C'est une reconnaissance. C'est un pays qui vous accueille, qui vous aime, qui vous a donné des terres pour faire une église, qui vous a aidé à la construction. C'est notre éducation de chrétien oriental.
c'est la révolution russe qui sera la cause de l'arrivée des Russes ici à Marseille. Et vous savez, l'histoire se répète et ils ont un sort d'immigrés, de migrants exactement comme ceux d'aujourd'hui. Et ça n'a pas été facile. Et vous savez, c'est la particularité de toutes les immigrations en général, mais il y a un problème de reconstitution d'identité. Or, la religion est un élément d'identité. Et donc, les Russes essayaient de se regrouper sur cette base-là. Et alors, cette église a été dédiée à Saint Hermogène. Saint Hermogène est un résistant aux tentatives d'invasion polonaise du XVIe siècle, un martyr dans la mesure où il était mort dans des oubliettes de faim, de froid. Et donc, sans doute, ces émigrés, se souvenant de tout ce qu'a enduré ce patriarche, avec beaucoup de courage, ont choisi de le prendre comme protecteur, pensant que, vous savez, il avait toute l'expérience voulue des souffrances pour leur donner à eux-mêmes courage nécessaire pour s'adapter et vivre ici. Alors les rapports sont pluriséculaires entre Marseille et les Arméniens. Donc les premiers Arméniens sont attestés lors du XVIe siècle. On a des négociants arméniens spécialistes de la soierie. Et ensuite, lors de la création de la première chambre de commerce par Colbert, voilà, au XVIIe siècle. Et c'est vrai qu'ils sont là, se sont nommés comme des Levantins ou des Chauffelins. Et puis après, on a une période un peu plus calme et on les retrouve tout simplement après le génocide de 1915-1916. Et cette vague massive arrive finalement en novembre 1922. Beaucoup de réfugiés ne disposent plus de papiers. Ils ont eu une déchéance de leur nationalité avec la nouvelle République turque. Ils sont donc apatrides. Et en fait, Marseille va être tout simplement cette poche d'accueil pour la communauté arménienne. Les Arméniens réfugiés ont un rite apostolique arménien et sous l'impulsion de Grigoris Balakian, dès février 28, il va poser la première pierre de la cathédrale Supsac-Mestrop, c'est-à-dire l'église arménienne du Prado, des saints traducteurs. Et parallèlement à ça, il faut imaginer que dans chaque noyau villageois, on va avoir ces Arméniens qui vont petit à petit construire donc leur église. Et vous allez avoir la construction donc de 8 églises à Marseille dans chaque quartier. Notre-Dame de la Garde. La Garde provient du nom de la colline, qui était un poste d'observation, une vigie, et le sanctuaire a pris le nom de la colline. En fait, je pense que d'abord, c'est le symbole de la ville. Et donc, c'est l'édifice dans lequel on se reconnaît marseillais, et d'une manière très profonde. Et donc, Marie garde tous les Marseillais, et on peut dire tous ceux qui arrivent à Marseille, et elle exprime par là, en regardant l'horizon, la statue qui est au sommet de l'édifice regarde l'horizon, elle exprime par là la vocation d'hospitalité aussi de Marseille. Cette basilique a été voulue comme étant un trait d'union entre l'Orient et l'Occident. On le voit d'ailleurs à l'architecture, puisque l'architecture est romane, mais avec de forts accents byzantins, notamment les coupoles et les mosaïques. Tout ici a le goût, un désir, une aspiration à l'écuménisme. Anne Faisandier, je vais être d'office d'entrer dans la provocation parce que je vais parler à une protestante de la Vierge Marie. Mais c'est vrai que cette formulation qui a été celle d'un intervenant du reportage de dire que Notre-Dame de la Garde est le symbole de la ville entière et qu'elle est tournée vers la mer pour rappeler sa vocation d'hospitalité, qu'est-ce que ça évoque chez vous ? C'est vrai. À Notre-Dame, vous trouvez tout Marseille, y compris des gens qui ne sont pas forcément chrétiens. Ouais. Et moi, ce que ça évoque aussi chez moi, c'est une phrase que m'avait dit un de mes paroissiens quand je suis arrivée à Marseille, qui m'avait dit, tu sais, ici, le centre de Marseille,
c'est quelque part au large. Et j'aime beaucoup cette expression parce que ça dit quelque chose de la géographie de la ville. Hein. C'est quand même un golfe et c'est vrai que géométriquement le centre il est dans l'eau, mais aussi du fait que tout le monde ici a le regard tourné vers ailleurs, même quand ça fait 3, 4, 5, 10 générations qu'on habite à Marseille. Voilà. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose de l'identité de cette ville qui se dit dans cette ouverture. Et aussi cette je veux dire, ces racines multiples, voilà, qui que nous soyons. Alors c'est vrai, on l'a dit dans cette histoire du peuplement de cette ville et par ces communautés chrétiennes, c'est qu'il y a l'arrivée de ces navigateurs grecs, c'est pas tout à fait, qui rencontrent, donc c'est les gens d'ailleurs qui rencontrent les gens d'ici. Ça aussi, symboliquement, c'est fort pour vous ? Ah oui, tout à fait. Oui. Parce que c'est exactement ce qui se passe encore aujourd'hui. Voilà, on accueille tant que faire se peut, toutes les populations qui arrivent, qu'elles arrivent par la mer ou pas, mais il y a quand même beaucoup de gens qui arrivent par la mer. Ça a été dit dans le reportage, on est porte de l'Orient quand même. Donc oui, c'est tout à fait ça. Ce qui n'est pas sans poser la question de la façon d'intégrer ces populations. Oui. Hein ? Et alors, de ce point de vue-là, justement, la Russie, toujours dans ce très beau reportage, on a entendu parler de personnes qui, finalement, tout en préservant leur culture d'origine, sont devenues plus chauvines que les natifs. Enfin, est-ce que vous ressentez ça, vous ? Oui, alors d'abord, je voudrais dire un mot, c'est qu'en effet, autant toutes les immigrations russes premières sont arrivées par le train, enfin par le cheval, par la route, alors qu'à Marseille, justement, ils sont arrivés par la mer. La petite communauté de base de 1922-23 est également arrivée par la mer. Donc ça s'inscrit tout à fait dans ce symbole et dans cette particularité de l'accueil, je veux dire, du port marseillais. En ce qui concerne la préservation de l'identité par rapport à l'accueil, cela est évident, mais je pense que c'est vrai pour toutes les émigrations ou immigrations, j'hésite toujours sur le mot. On est émigré d'abord, et puis ensuite on devient immigré en quelque sorte. Et que bien évidemment, dans un premier temps, les racines initiales constituent un problème identitaire, on a besoin de se retrouver. Et donc les communautés religieuses, je crois pouvoir parler presque pour tout le monde, sont au début sont les lieux mêmes des retrouvailles, de la préservation un petit peu de ce que je suis, de ce que nous sommes. Et ce dont les gens ont besoin. Toutes les immigrations sont passées par là. On va demander à Rafi Delegnan ce qu'il en pense, parce que vous représentez une communauté historiquement assez considérable. Je crois qu'il y a 100 000 Arméniens à Marseille. Oui, alors il y a un chiffre mythique qui va entre 80 et 100 000. Comme il est interdit de compter les gens selon leur identité. Donc on va rester dans ce... Enfin, une communauté importante, en tout cas. Voilà, une grosse communauté. Alors, historiquement, comment elle a agi dans cette ville ? Historiquement, je ne dirais pas que Marseille a été très accueillante. Marseille est devenue accueillante, mais Marseille a toujours été un port. On vient dans un port parce qu'on fuit d'ailleurs. On vient et on s'installe et on nous laisse nous installer un peu comme on peut. Je me rappelle les célèbres phrases du maire de Marseille, Flesser, à l'époque, qui avait dit « mais ces Arméniens pouilleux, mettons-les un peu loin ». Et effectivement, on nous a mis loin. Dans le reportage, on parlait de noyaux villageois. Ce n'était pas du tout des noyaux villageois. On était dans des périphéries et dans des endroits où il y avait des grosses usines. Et c'est pour ça qu'on se rassemblait. C'est devenu des villages parce qu'on a décidé de créer tout de suite, comme le Père Jean l'a dit, une église qui était le renfort de ses racines. C'est tout ce qu'on avait pu trouver, c'est Dieu au centre de sa communauté. Et c'est comme ça qu'on a eu 8 églises à Marseille un peu disséminées, qui sont devenues des sortes de noyaux villageois. Mais c'est la force d'intégration, elle vient au fond de nous-mêmes. On ne nous a pas aidés comme on peut aider maintenant. Maintenant, c'est formidable le travail, comme Anne ici fait maintenant, avec des gens qui vont vous aider, qui vont vous guider, qui vont être là pour vous intégrer et faire en sorte de pouvoir participer à un élan plus national. Ce n'était pas le cas. Vous pointez quand même un paradoxe, parce qu'on accueille mieux aujourd'hui, mais en même temps, le sujet est devenu un peu clivant. Donc, on accueille mieux aujourd'hui les personnes ? Oui, ça c'est tout. Enfin, ce que vous venez de dire est tout à fait juste. Oui. Même quand on pense à l'arrivée des Italiens à Marseille, il ne faut pas être très fier. Hein, Qu'est-ce qui a progressé alors ? Justement, le fait que peut-être la population, enfin une certaine partie de la population a compris qu'elle accueillait un frère et pas un ennemi. Et que du coup, voilà, il y a des associations qui se sont structurées. Nous, les différentes églises, parce que là, c'est pas le privilège de l'Église catholique, hein. On travaille très bien d'ailleurs avec les protestants là-dessus. On a compris que on devait accueillir l'autre parce que c'était notre frère, tout simplement. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas simple.
Voilà, c'est vraiment pas simple. Mais effectivement, quand une personne étrangère arrive à Marseille, elle peut avoir un point de chute, elle peut avoir un lieu de rencontre, elle peut avoir ne serait-ce qu'un point d'écoute. Ce qui n'était pas votre cas quand vous êtes arrivé, ce qui n'était pas le cas de beaucoup d'autres personnes. Oui, je voudrais simplement ajouter c'est tout à fait vrai, mais je pense qu'il y a une évolution de la conscience, tout simplement. Il y a quand même une évolution de la culture de laquelle nous sommes, de notre société. Et qu'il y a plus d'un siècle, il n'y avait pas encore cette problématique, et on ne connaissait pas à ce point-là ce problème des immigrations et des rencontres. Tandis que là, il y a une accélération au XXe siècle à tous les niveaux, et en particulier à Marseille. Et donc, il y a eu une évolution de la conscience. Et plusieurs municipalités, pas toutes, mais plusieurs municipalités ont contribué à ce processus d'accueil et d'intégration. Oui, moi je crois qu'il y a aussi une évolution. Comment dire, ça marque l'identité de cette ville, toute cette histoire-là qu'on est en train de partager, dans la mesure où à Marseille, je suis pas sûre qu'on rêve de venir habiter à Marseille, en fait. Peut-être aujourd'hui les Parisiens depuis le confinement. Ouais, j'ai l'impression dans l'immobilier qu'il y a un peu un mythe comme ça. En fait, Marseille, c'est aussi sale, c'est aussi, oui, il y a la mer, il y a le soleil, mais il y a aussi tout le reste. Il y a les Marseillais, ils font du bruit, ils sont jamais d'accord. Bon, bref, tous ces clichés, vous voyez, qui sont dessus. Mais en fait, je pense que on rêve pas de venir habiter à Marseille. On arrive à Marseille, comme disait Ravi, et puis une fois qu'on est là, on se retrousse les manches et on vit ensemble. Et il y a quelque chose comme ça de très pragmatique dans cette ville, que moi qui suis la plus récente sur ce plateau comme marseillaise, que j'apprécie aussi. C'est-à-dire qu'ici, c'est pas une ville de théorie, c'est une ville, ben voilà, on est là, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous l'incarnez très bien du point de vue de l'œcuménisme, un œcuménisme de terrain. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'ici, ça fonctionne pas mal. Hein. Vous voyez souvent, vous avez un comité mensuel, vous êtes... Qu'est-ce qui veut s'exprimer là-dessus pour nous dire? Oui, alors, d'abord, je voudrais rajouter qu'à Marseille, tout le monde vient d'ailleurs. C'est rare les gens qui disent « je suis d'ici ». Et d'ici depuis quand? Je sais qu'à Paris, c'est un thème. Il y a les vrais Parisiens. À Marseille, au moins, tout le monde est sur ce pied d'égalité. On vient tous d'ailleurs et tout le monde, selon son temps, va avoir sa place au soleil dans tous les sens du terme. Cette place au soleil, déjà, il y a une vingtaine d'années, on vient de célébrer les 20 ans de Radio Dialogue, qui a été une des premières pierres fondatrices du dialogue interreligieux, œcuménique, chrétien, entre l'Église catholique romaine, l'Église réformée, l'Église orthodoxe, et aussi, vous avez bien compris qu'il y avait beaucoup d'Arméniens à Marseille, on pouvait donc avoir une petite place, on est toujours très minoritaire partout. Là, à Marseille, on se sentait un peu mieux pour avoir participé à la création de cette radio qui était gérée de façon à part égale il y a 20 ans et qui perdure. Elle est rentrée dans le système RSF depuis 2015, mais ça a été la première pierre. Nous avons créé une sorte de comité d'abord informel et puis qui s'est un peu structuré de dialogue de tous les représentants chrétiens des différentes communautés marseillaises qui se réunissent surtout pour préparer la semaine de l'unité des chrétiens. Voilà, celle qui nous réunit aujourd'hui. Et celle qui nous réunit aujourd'hui. Je suis très fier de participer à cette émission parce que j'ai suivi tout ce cheminement depuis des années avec beaucoup de personnes qui passent, mais la structure reste et ce dialogue entre des chrétiens qui ne se connaissent pas nécessairement, mais alors pas du tout. Il est difficile d'expliquer à un arménien apostolique qu'est-ce que c'est vraiment qu'un réformé calviniste, non luthérien, non. Mais il y a des on passe tout son temps à expliquer qui est qui. Absolument. Voilà. Donc on va à l'essentiel. Vous êtes. Et là, dans ce comité-là, on apprend à se connaître et chaque année, on décide de participer à cette célébration dans un lieu différent et qui permet de comprendre et de connaître, au moins de voir comment font les autres. Eh bien, je vous propose à présent, dans le reportage qui va venir, de nous consacrer à une méditation sur les symboles de la mer et du port qui sont si chers à Marseille, à travers 4 extraits de la Bible. C'est un reportage de Jean-Yves Fischbach. Quand Dieu créa le monde, il créa ce monde en séparant. Il sépare
la lumière des ténèbres. Et il sépare la mer de la terre ferme. Et cette séparation met de l'ordre dans le désordre. Et ça, comme ça, je peux un petit peu lire les symboles. C'est-à-dire, la terre ferme symbolise le calme, la sérénité, donc tout ce qui tient à la sécurité de l'homme. Et la mer qui symbolise un peu le danger, la mort. Et voilà les ports qui sont créés par l'homme. Alors Dieu créa le monde, mais l'homme créa les ports. Et cette ouverture entre mer et terre, ça fait un peu quelque chose de beau. C'est un lieu où cette mer peut être contenue donc, dans deux bras, comme on voit au Vieux-Port par exemple, à Marseille et dans tous les ports d'ailleurs. Et c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange. Et ça va donner un peu en avant une autre idée. C'est Jésus-Christ lui-même qui va être le port, lui-même. Alors, parce que c'est en Jésus-Christ que tous les peuples vont se retrouver pour un salut. La mer, elle se positionne entre la montagne, la ville, le désert, et ce sont les grands espaces que la Bible ne cesse de traverser. Alors la mer est habitée par un monstre qu'on appelle le Léviathan, que va rencontrer Jonas quand il va être jeté à la mer pour calmer la tempête. Il va être dévoré par ce fameux poisson, puis ensuite vomi. Donc il y a toute la symbolique de la mer qui engloutit, avec cette idée très profonde qu'on ne peut traverser la mer qu'avec une certaine providence divine. Le livre de la sagesse parle de ce très beau passage de la traversée de la mer sur un bois fragile qui, conduit par la providence divine, nous permet d'arriver à bon port. Et donc c'est l'expérience de la transcendance de la création et de Dieu qui porte cette création, qui permet d'expérimenter finalement Dieu dans le déchaînement des éléments. Voilà, donc le dragon, mais aussi la tempête, sont autant d'éléments qui montrent la fragilité humaine. Les marins le savent, ils se disent souvent tout petits devant la grande mer. Et je crois que c'est aussi l'espace dans lequel Jésus a voulu emmener ses disciples sur la barque. Capharnaüm était un port, et ce port symbolisait sur le rivage le passage d'un monde maîtrisé à un monde dangereux, à un monde plus grand que nous. Et c'est dans cet espace non maîtrisé que le Christ a choisi d'ouvrir ses disciples à la confiance, à la providence, à la prière et aussi au courage. De part et d'autre de la mer, il y a des rives, ce à quoi nous sommes particulièrement sensibles ici en Méditerranée, où les rives ne sont pas très éloignées. Et dans l'évangile de Marc, lorsque le Christ dit aux apôtres « Passons sur l'autre rive », ça se passe à travers la traversée dans une barque, dans une tempête que le Christ va apaiser, qui va faire passer les apôtres du statut de disciples au statut d'apôtres pour évangéliser, ce qui s'assimile au fait du baptême qui va transformer le païen en chrétien à travers l'immersion dans l'eau. On peut aussi rappeler que dans l'Apocalypse de Jean, la première bête, la bête aux têtes blasphématoires, sort de la mer. D'où l'importance que Jésus marche sur les eaux, d'où aussi l'importance de l'office des morts. Nous chantons, lorsque je vois l'océan de la vie bouleversé par les tempêtes, je cours vers ton port protecteur. Donc effectivement, dans cette mer qui est parfois bénéfique, parfois nourricière, mais aussi parfois dangereuse, le Christ nous fait traverser et nous emmène vers le repos et le port du salut. Le port par excellence dans le Nouveau Testament, c'est Corinthe. Et cette ville, elle est cosmopolite à l'extrême, divers, avec des gens qui parlent toutes langues, avec différents cultes, avec
beaucoup de philosophies, de pensées qui se croisent et qui cohabitent. Dans Actes, on peut lire entre les lignes que Paul a été quelque peu découragé par cette ville. Mais Paul, justement, doit amener à faire réfléchir à ce que cette diversité ne soit pas un joyeux bazar et c'est tout, mais que cette diversité puisse être une source d'unité autour du Christ, qui n'est pas une uniformité, une diversité au service de l'unité. Mais c'est un défi. Et ce défi de l'unité à construire, elle se fait pour Paul autour du Christ, clairement, autour de l'espérance, et évidemment cet hymne que tout le monde connaît certainement dans l'Épître au chapitre 13, autour de l'amour comme vertu qui permet de rassembler cette diversité au service les uns des autres. Alors, moi, j'ai envie de vous proposer un exercice qui va consister, peut-être en écho à ce qu'on vient de voir, à votre tour, eh bien, de commenter de façon très incarnée, très ancrée dans vos quotidiens, dans votre dialogue œcuménique, certaines paroles d'inspiration biblique. En tout cas, on va commencer avec vous, Anne Giraud, vous êtes d'accord ? On va essayer. On va essayer. Alors, avec vous, Anne Giraud, moi, j'ai envie de vous soumettre cette image du Christ comme symbole du port. C'est vrai que entre le vieux port qui est quelque part derrière nous et puis le port de commerce là, qui est devant nous avec ses grands navires, on sent qu'il est bien présent. Alors, comparer le port au Christ, le Christ comme ce lieu, ce centre où se retrouvent tous les peuples dans un même salut, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous à Marseille, entre vos confessions ? Question compliquée quand même. Non, moi ce que je dirais c'est que pour moi, le Christ, voilà, c'est l'amour suprême. Et ce que je peux dire, c'est ce que nous avons vécu, surtout avec la Fédération protestante de France, où on a été appelés par les pouvoirs publics à travailler ensemble pour trouver un système pour accueillir les mineurs non accompagnés. Et donc on a travaillé pendant 3 ans, on est arrivé à créer un statut pour l'hébergement des mineurs non accompagnés dans des familles bénévoles. Enfin, c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel parce qu'il a fallu des autorisations des juges. Enfin, et on y est arrivé. On a travaillé main dans la main. Vous êtes arrivé à agir de concert ? Oui, en fait, on ne s'est pas posé la question. On a fait ensemble et on est animé par les mêmes valeurs, on est animé par le même amour de notre prochain. Donc, et en fait, on a demandé au directeur du conseil départemental, mais pourquoi nous ? Il dit, parce que c'est votre rôle d'église quand même. Oui, c'est vrai, vous, c'est votre rôle d'État de les accueillir aussi. Mais voilà, quand ça émane des pouvoirs publics, c'est un peu surprenant ? Oui, c'est surprenant, mais ça a été pour nous vraiment une belle occasion de travailler ensemble. Et du coup, c'est un travail qui continue, on fait beaucoup de choses ensemble. C'est l'étonnement de cette ville, en fait, où par rapport à d'autres en France, va être reconnue la part de chacun. Et je crois qu'autour des chrétiens et du témoignage qu'on peut rendre à Jésus-Christ comme port, c'est-à-dire nous savons aimer. Et parce que nous savons aimer, nous n'avons pas peur d'aimer l'autre. Nous savons aimer. Nous savons aimer par Dieu. Et le Christ qui est venu nous manifester ça. Et je crois que ça, c'est aussi un port pour nous dans lequel on se retrouve. Hein. On a des histoires différentes. Je riais en regardant votre reportage. Je me disais, oui, pour les protestants, cette mer, c'est aussi le château d'If. Et le château d'If, c'est là où on enfermait les pasteurs du sud de la France pour les envoyer aux galères hein, pendant les persécutions. L'expérience de Dieu dans la tempête. C'est-à-dire l'expérience de l'abandon au divin, de la confiance et du courage. À quoi ça vous renvoie dans vos différentes missions d'église et de chrétiens ? L'expérience de Dieu dans la tempête. Alors pour moi c'est très concret. Pardon, hein, je prends de la place. Mais parce que ici, moi je me dis souvent que mon ministère à Marseille est une occasion d'apprendre à marcher sur l'eau très souvent. Oui, parce que, alors j'y arrive pas toujours, hein, en tout cas tout seul j'y arriverai pas, c'est sûr. Mais pourquoi ? Parce que rien ne se passe ici comme vous avez prévu que ça devrait se passer. Donc c'est très déstabilisant. Ailleurs, on fait des plans, on fait des programmes. Les Marseillais vous écoutent. Vous mettez un peu de temps à découvrir qu'en fait,
ils vous ont écouté poliment, mais ils savent que la vie ici va faire que ça va être différent. Mais dans ce surgissement de la tempête, parce que souvent les vies sont des tempêtes ici, il y a aussi des choses merveilleuses qui sont possibles. Voilà. Rafi Delagnan, l'expérience de la confiance dans le divin, votre peuple l'éprouve. On va dire que le pire est derrière nous. Tous les jours, je remercie Dieu d'être né au bon moment, au bon endroit. Ça fait quand même, pas millénaire, mais que dans ma famille, on n'est pas mort dans son lit. J'ai enterré mes parents et mes grands-parents. Ils n'ont pas eu la chance de l'avoir fait sur des centaines d'années. Après avoir vécu donc le génocide et se retrouver à plusieurs milliers de kilomètres de là où on est né, effectivement, on se dit « Dieu merci ». Et cette confiance en Dieu, racinée au fin fond, bon, on dit que, je ne sais pas si c'est mythique, mais que le peuple arménien a été le premier État christianisé, reconnu chrétien en 301. Eh bien, ces racines chrétiennes sont toujours vivantes au cœur de nos vies. On dit merci d'être toujours en vie, de continuer, de faire un pas de plus. Le pire était derrière nous. Alors la tempête, on la voit quand on est rescapé de la tempête et qu'on est dans un port, on se dit « ouf, on va vivre maintenant à un rythme nettement moins diabolique en tout cas ». Avec Paul, Saint Paul, séjournant à Corinthe, c'est le thème de l'unité. L'unité comme un défi à relever qui est posé. Alors ça, c'est pour vous aussi, là. Comment dans cet œcuménisme de terrain se vit cette construction de l'unité? On a compris que ce n'était pas une démarche institutionnelle qui prime dans la bonne ville de Marseille, mais que c'est plutôt dans l'action, concrètement, le mineur non accompagné, des choses comme ça. Mais comment vous faites cette unité? J'ai entendu parler d'un comité qui se réunit tous les mois, on a parlé de la radio. Est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est le moment de faire émerger ce dialogue œcuménique, parce qu'il ne concerne pas toujours les chrétiens de base. Enfin, ils ne se sentent en tout cas pas toujours concernés par cette dimension-là. Je voudrais revenir un peu sur la pastorale. La pastorale fait partie d'une démarche concrète. Et il y a l'aide matérielle, il y a l'aide concrète, mais il y a le problème de la pastorale. Il faut quand même toujours rappeler que nous sommes en Christ tous frères et sœurs. Et que la notion même de fraternité, vous savez, j'ose dire que le concept français de fraternité ou de l'humanisme fraternel vient quand même de la tradition chrétienne, fondamentalement. C'est pas, on ne retrouve pas ça ailleurs. Et que c'est quand même parce que nous sommes tous les fils et filles de Dieu, nous sommes tous frères et sœurs de ce fait-là. Vous savez, Paul même dit une chose quand même, il a inversé, supportez-vous les uns les autres. Donc avant que d'arriver à s'aimer, et c'est l'objectif, c'est la finalité, acceptez-vous d'abord les uns les autres. Et je crois que ça, c'est le premier point, c'est la première marche, c'est la première démarche œcuménique. Acceptez-vous les uns les autres. Pour aller tout à fait dans la suite de ce que dit le Père Jean, mais aussi de ce que racontait Rafi sur la tempête, en fait, Marseille, c'est une ville pauvre. 50% de la population au niveau du seuil de pauvreté ou en dessous. C'est pas une légende, ça marque profondément une façon d'être les uns avec les autres, d'être ensemble. C'est aussi une convocation que nous, chrétiens, parce qu'on vit dans cette ville, on reçoit, qu'on n'a pas choisi de recevoir, mais qui nous invite là. Alors, c'est difficile de vous décrire parce que c'est fait d'occasion. Voilà. Et parfois, les occasions, c'est des immeubles qui s'effondrent, et c'est en haut de la rue, et en fait, il faut y aller. Et l'imam comorien nous dit si vous nous invitez pas pour Noël, on va fêter Noël chacun dans notre chambre d'hôtel. Est-ce que dans 3 semaines, vous nous invitez pour Noël? On se regarde, on met 35 secondes à se dire bah oui, on va vous inviter pour Noël. Mais c'est un truc un peu surréaliste. C'est-à-dire que moi, j'aurais jamais osé inviter un imam comorien et sa communauté pour Noël. Mais en fait, là, à ce moment-là, c'est ça qui a du sens. Et on le fait. Donc c'est une présence au monde. Oui, c'est être ensemble, frères et sœurs, témoignant de ce qui vient d'être dit, du moins mal qu'on peut. Alors, place à présent à des récits de vie de migrants issus de vos différentes communautés. Karine Poidat s'est allée à la rencontre d'hommes et de femmes qui ont vécu l'expérience familiale de l'implantation dans la ville phocéenne et ses environs. Ça, c'est le papa avec sa charrette, oui.
quand il est arrivé à Marseille les années 1921-22, et il m'avait toujours dit qu'il était charretier. Je pense qu'il a dû arriver en bateau ou quoi. Il a débarqué à Marseille comme des milliers d'Arméniens à l'époque. Ils sont tous passés par Marseille. Alors la maman, elle est arrivée, elle avait 8 ans, elle a commencé à travailler dans une usine de sacs de jute. Alors cette photo, c'est un souvenir, je m'en souviens. C'était les années 56-57, une photo avec le Père Noël sur la Canebière. Onik Djerayan est né en 1945 à Marseille de parents arméniens rescapés du génocide. À l'adolescence, il découvre la jeunesse arménienne de France et toutes les activités que cette association propose aux familles de la diaspora. Il se passionne dès lors pour la danse arménienne. Je me rappelle, on faisait des fêtes champêtres. Fêtes champêtres, c'était un grand pique-nique, par exemple. Tout le monde a apporté à manger. Et il y avait une petite scène et on dansait avec quelques garçons, quelques filles. Donc on a commencé à créer la troupe Arax. Vous aviez quel âge? J'avais 14-15 ans. On a grandi ensemble. Après, on ne pouvait plus se séparer. Et après, automatiquement, il y avait des jeunes filles aussi avec nous. Et voilà, on passait des bons moments, des souvenirs, des voyages à Paris, à Lyon. C'était l'idéal. Vous m'avez dit que vous étiez un bon danseur, hein, d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'on me disait. On te voyait danser vraiment avec le cœur, avec ça, c'était avec les tripes, c'était vraiment des combattants. Pour Onig, la danse traditionnelle arménienne n'est pas simplement une activité comme une autre, mais aussi un patrimoine culturel à transmettre. Il est donc heureux de voir son petit-fils perpétuer la tradition. Quand je le vois danser, quand il était encore plus jeune, ça me donnait envie de pleurer. Je pense encore à ça. Non, je pense aux parents. Excusez-moi. On fait surtout ça pour les ancêtres, pour essayer de garder cet esprit et pas d'oublier. Tous ceux qui sont arrivés à Marseille après le génocide, ils ont commencé à danser, ils dansaient depuis longtemps déjà, mais nous on est en train de continuer et de montrer aux gens qu'on est toujours présents malgré ce qui s'est passé. Et c'est ça les Arméniens de Marseille aujourd'hui, en tout cas c'est ça pour moi et pour, je pense pour tout le monde un peu. Bravo. Aujourd'hui à la retraite, Onik Djerayan est très impliqué dans la vie de son église. Il est un peu le monsieur patrimoine de la cathédrale apostolique arménienne et veille à l'entretien du monument édifié en 1931 par les premiers Arméniens de Marseille. Dès qu'il y a un problème dans la cathédrale ou au centre culturel, j'interviens, je vois les corps de métier, les devis, et c'est mon devoir. En 69, je me suis marié, donc après il y a les baptêmes des enfants. Les petits-enfants, le fils s'est marié ici aussi, donc c'est un truc, j'ai une attache vraiment personnelle et je me sens bien. On doit beaucoup d'abord à la France. On est attaché à Marseille parce qu'ils nous ont accueillis. C'est la petite Arménie. On est 80 000 Arméniens quand même. Et je crois que je resterai cloué à Marseille jusqu'à la fin de ma vie. J'aime bien découvrir Carnoux du haut de la croix. Cette croix, il faut savoir qu'elle a été montée à dos d'homme depuis le village, depuis en bas, quoi. Et certains, pour des vœux qui leur appartiennent, l'ont montée pieds nus. Et mon grand-père en a été l'un d'eux.
Et on peut s'apercevoir qu'elle est dirigée, donc bien sûr, sur Carnoux, hein, parce que pour moi, c'est bon, c'est une protection, on va dire. Et puis, elle est dirigée aussi vers l'Afrique du Nord, vers la mer Méditerranée. Et voilà, on y vient en procession tous les 15 août, donc une procession part de l'église. Et on vient avec la Vierge, on vient se recueillir jusqu'à l'endroit de la croix. Dany Terazi est née en 1958 en Algérie. Elle est arrivée à l'âge de 4 ans en France avec ses parents et ses grands-parents. Ils se sont installés à Carnoux, à quelques kilomètres de Marseille, un lieu où de nombreuses familles de rapatriés ont trouvé refuge. Monseigneur Lallier, archevêque de Marseille, vient de poser la première pierre d'une église qui s'appellera Notre-Dame d'Afrique. La cérémonie a eu lieu à 25 km du Vieux-Port. Il n'y a pas 7 ans, c'était ici un vallon désert entre des collines rocailleuses. C'est aujourd'hui une ville toute neuve, une ville qui n'est même pas achevée, mais qui aligne déjà 120 appartements en immeubles collectifs et plus de 500 villas. Nous sommes à Carnoux, en Provence, autant dire Carnoux-Pied-Noir. Sur 300 hectares de mauvaise terre, une ville est née. On est où sur celle-ci? Sur celle-ci, on est donc à Bonn, qui est maintenant Annaba, donc ma ville de naissance, en Algérie. Et là, il y a quand même 4 générations. J'ai mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, maman et moi. Mon père, qui quittait le travail assez tôt, au commissariat, passait me récupérer chez maman, qui travaillait, et puis on allait à la plage. Et maman venait nous rejoindre pour passer le reste de l'après-midi. Celle-ci, j'étais pas radieuse du tout. J'étais peut-être très soucieuse, je ne sais pas, est-ce que je pressentais certainement que quelque chose se passait. Nous sommes en juin 62, donc quelque temps après on partait. Maman disait ceci, je réfléchis et je me dis que dans quelques jours, nous quitterons ce très beau pays que j'ai pu apprécier malgré mon jeune âge. Bien sûr, partir, ça voulait dire quoi? Tout laisser, hein. Tout laisser, donc toute la famille a embarqué en juin 62. Mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, voilà, tout le monde est parti en laissant tout derrière. Ça, c'est vraiment douloureux. Au déchargement, on prenait les valises et on les jetait dans le port. Ou alors on faisait mine de les jeter et de les rattraper aussitôt. Qui faisait ça? Les Français? Oui. On n'était pas les bienvenus. Nous n'étions pas les bienvenus. Pour certains, ne connaissant personne à l'arrivée, ça a été terrible. Ils ont été logés dans des conditions épouvantables. Quand ils voulaient travailler, on leur disait « mais vous prenez le travail des Français ». Mais nous étions Français. C'était un département français, que je sache. Depuis son arrivée en 1963, Dany a toujours habité Carnoux. Elle s'est investie dans la vie locale et plus particulièrement au sein de sa paroisse Notre-Dame d'Afrique. J'ai été catéchiste pour les préparations à la première communion, je le suis toujours actuellement. J'ai fait un petit peu d'aumônerie, mais les grands jeunes, c'était un petit peu compliqué pour moi, donc je préfère les tout petits. Et puis je sème, comme disent les prêtres, vous semez la petite graine et ensuite le bon Dieu fera le reste. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Je sème et puis après, on verra.
Bienvenue à chacun de vous qui êtes ici présents dans ce lieu et à vous aussi qui nous suivez en ligne. Quelle joie pour nous de vous retrouver pour ce culte francophone et qui a pour thème une attitude de gratitude. Moi, c'est Valérie, donc je suis mariée à Tojo, donc maman d'une petite fille qui s'appelle Anaé, engagée également dans l'église, dans la communauté malgache. Je m'appelle Tojo. En fait, Tojo, c'est pour les Français. En fait, les Malgaches m'appellent Touds. Et ça signifie quelque chose ou pas? Ça veut dire bienvenue, non? Et alors la particularité ce dimanche, c'est que vous animez en couple. C'est ça, en couple et on va dire même en famille parce que c'est mon beau-frère qui joue au piano. Donc voilà, en couple et il y a aussi ma soeur qui est impliquée aussi dans le chant. Donc en couple et en famille. Et la maman, elle fait quelque chose? Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Elle pourrait faire du clavier mais aujourd'hui elle va se reposer un peu, elle va peut-être garder la petite aussi. Tojo est né à Marseille. Ses parents sont arrivés dans les années 70 en tant qu'étudiants avant de s'y installer définitivement. Ils ont fait partie des premiers protestants malgaches de la région d'Aix-Marseille. Quand j'étais petit, bon, comme tous les enfants, aller à l'église, c'était pas ma passion. Et ce qui s'est passé après, vers 15-16 ans, on va dire, le groupe de jeunes a été créé à l'église. Et du coup, je me suis fait embarquer dans le groupe de jeunes par ma cousine. Et c'est là que je dis, ah, bah, c'est bon, c'est bien le groupe des jeunes. Et puis, je suis resté. Et puis, à force de rester, je suis devenu responsable de groupe de jeunes. Et puis, je me suis engagé. J'ai voulu faire aussi faire grandir les autres jeunes. C'était devenu quasiment une de mes missions dans le groupe de jeunes. Je te donne mon cœur. Ne m'appartient plus. Nous, on n'était pas dans la même configuration que la famille de tous, dans le sens où on était plus des chrétiens, entre guillemets, de fête, qui allaient à l'église, en fait, surtout au moment de Noël, de Pâques, enfin des grands événements. Et en fait, j'ai un cousin qui est venu de Madagascar quand moi j'avais 16 ans, je crois, quelque chose comme ça. 16 ans, donc il m'a dit, bah viens, on va aller à l'église, parce que moi je cherche quelque chose quand même pour me réancrer dans ma foi, parce que lui, il avait l'habitude d'aller à l'église tous les dimanches, etc., etc. Donc je lui ai dit, bah ok, on y va, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Avant d'acquérir son propre lieu de culte, en 2020, la communauté protestante malgache s'est d'abord réunie en maisonnée, avant d'être accueillie au temple de Grignan, le temple historique des protestants de Marseille. J'ai tout fait ici en fait, baptisé, confirmé, marié. J'en garde un peu, non? Oui, on s'est rencontrés ici aussi. Et après, ben, notre fille est née dans cette, enfin, pas dans cette église, mais elle a vécu aussi son début de vie ici. Elle a été elle aussi baptisée ici. Valérie et Tojo ont aujourd'hui à cœur de servir leur église. L'acquisition du nouveau bâtiment est un défi à relever pour eux et leur communauté dans les années à venir. Je me suis posé la question de notre place dans l'église. Et en discutant avec des amis, en fait, il nous a dit, mais vous vous rendez pas compte, mais vous êtes le trait d'union entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Une des forces de notre communauté, c'est vraiment qu'on ait une communauté qui est intergénérationnelle. Mais ça va pas si vite pour les jeunes, ça va trop vite pour les anciens. Il faut qu'on trouve les moyens, tout simplement, de fédérer, de trouver un même esprit pour pouvoir avancer ensemble. Il y a eu beaucoup d'émotions dans ce reportage. Je pense notamment à ce petit-fils d'Onick là, qui dit qu'il danse pour les ancêtres, pour garder, perpétuer l'esprit, pour ne pas oublier. Qu'est-ce que ça a évoqué pour vous, Rafi? Non seulement pour ne pas oublier, mais pour sentir qu'on est quelque part la continuité. Les racines ont été coupées, mais pourtant, on a encore des fleurs. On a encore des graines qui vont venir. C'est très symbolique, mais ça veut dire que pour les Arméniens, même ceux qui continuent à arriver d'ex-URSS, ceux qui continuent à arriver d'Ukraine, qui sont doublement réfugiés, qui étaient partis d'Azerbaïdjan, eh bien, les jeunes ont besoin qu'on leur reparle, qu'on les accueille culturellement et psychologiquement et spirituellement.
on se demandait comment faire ce trait d'union. Eh bien, je trouve que le scoutisme est un très bon outil pour pouvoir le faire. On a eu l'occasion avec Anne de participer à, par exemple, vous parlez de célébration écuménique, eh bien, il y avait la lumière de Bethléem, par exemple, qui est une belle célébration qui réunit des scouts catholiques, protestants. Nous, en tant qu'Arméniens apostoliques, on y a participé de nombreuses années. Anne Giraud, moi j'ai dit tout à l'heure en vous présentant que dans votre mission pastorale, après avoir aidé à trouver un toit, vous aidiez à vivre la foi, celle de ces hommes et de ces femmes qui arrivent ici à Marseille. Quelle concrétisation vous pouvez donner à ce que j'ai affirmé là dans votre mission pastorale? Alors en fait, le rôle du service diocésain de la pastorale des migrants, c'est aussi d'aider les communautés catholiques de la migration à pouvoir vivre ce qu'elles ont à vivre. Voilà, on a vu un reportage sur la communauté malgache. Nous, on a une très forte communauté malgache aussi pour les catholiques. On est en lien avec toutes ces communautés et on essaye, autant que faire se peut, de les aider à pouvoir voilà, assurer leur célébration hebdomadaire, mensuelle pour certains, parce que c'est un peu compliqué d'avoir un prêtre qui parle la langue. Voilà, donc nous, dans le service de la pastorale des migrants, on est là aussi pour vivre ensemble avec ces différentes communautés dont nous faisons partie aussi. Hein. Est-ce que l'expérience de la migration a tendance à forger une foi plus vive? C'est-à-dire, est-ce que vous avez l'impression que, ayant dû tout quitter, ayant dû faire confiance à Dieu dans la tempête, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien on se trouve plus souvent face à des hommes et des femmes pour qui l'expérience de Dieu, la rencontre avec Dieu a été plus forte que chez d'autres qui n'ont pas connu ce drame? Oui. C'est frappant dans les nouveaux arrivants d'Arméniens, d'origine arménienne, qui sont souvent ukrainiens en ce moment. La première chose quand ils viennent, qu'ils débarquent à Marseille, ils se disent où est l'église? Ils vont à l'église et on trouvait l'église parce que j'ai pas de toit, j'ai pas de travail, j'ai pas ci, j'ai pas là, mais l'église, c'est mon réconfort, c'est le rocher sur lequel je vais me reconstruire. Moi, je dirais que ça dépend des gens, en fait. Il n'y a pas de généralité. Il y a aussi des gens qui, je pense, leur expérience de migration est tellement dramatique qu'ils se sentent abandonnés et aussi abandonnés de Dieu. Et alors, ça, c'est jamais définitif, hein, mais je crois que à chaque fois, c'est un itinéraire, en fait. Et la foi, c'est une relation personnelle avec le Seigneur et ça s'inscrit différemment dans les... Voilà, je crois qu'il y a... Enfin, moi, en tout cas, dans ce que je vois... il y a un peu tout, avec des choses qui peuvent être très bouleversantes. Moi, l'année dernière, on a accueilli des Afghans et il y en a un qui a demandé le baptême, la difficulté de parler le farsi, enfin, qui n'est pas notre langue, etc. Et qui nous dit, moi j'ai rencontré Jésus, j'ai été persécuté pour ça, j'ai traversé toute l'Europe. Maintenant, je suis arrivé et s'il vous plaît, baptisez-moi. Et c'est vrai qu'on entend ça et on se dit, bon, on va simplifier la catéchèse habituelle, en fait, parce que là, on entend aussi ce désir de Dieu et de Jésus, qui est quelque chose de bouleversant pour nous qui sommes là installés dans nos catéchèses et nos programmes. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il faut avoir cette humilité-là aussi. Non, mais bien évidemment que ça dépend des cas. Et qu'on a un petit peu des extrêmes, ceux qui se précipitent ou qui s'accrochent, et ceux que momentanément, en tout cas, ça peut éloigner. Toute grande épreuve est à double tranchant. Est-ce que, Anne Giraud, votre mission pastorale passe bien? J'ai envie de vous demander ça tout simplement. C'est-à-dire, est-ce que vous n'êtes pas confronté dans les paroisses, dans les communautés chrétiennes en général, à une sorte de réaction un peu de rejet en disant, bon, il y a peut-être d'autres sujets que celui-là. Voilà. Comment vous le vivez? Ça fait 3 ans que vous y êtes, vous avez connu d'autres pastorales avant, et puis votre évêque vous a nommé là, vous l'avez accepté. C'est sûr que c'est compliqué de répondre à votre question. Parce que l'Église, elle est faite d'hommes et de femmes de tous bords et de toute sensibilité. Donc il y a des lieux où on est très bien accueillis, et il y a des lieux où on nous dit les étrangers à la mer. Même en Église. Donc il faut le vivre, il faut l'accepter. Moi, voilà, ce qu'on essaye de faire, c'est de ne pas se braquer. On se dit, il y a toujours un chemin d'espérance. Vraiment, il y a toujours un chemin d'espérance. Donc on fait du travail petit, pour arriver à leur faire comprendre que non, on ne va pas les mettre à la mer, on va les accueillir, on va faire ce qu'on peut, et qu'ils sont aimables.
Voilà, ils sont aimés de Dieu, ils sont aimables de nous, mais c'est compliqué aussi. Voilà, on a vraiment des tendances très diverses dans l'Église catholique à ce niveau-là. Donc au fond, cette question renvoie à son fondement biblique, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez dire de ce point de vue-là? Parce qu'on n'est pas là pour faire de la politique, évidemment, on laisse ça aux politiciens, mais en tant que chrétien, en tant que représentant de vos confessions, quel est le fondement biblique qui touche l'homme d'aujourd'hui lorsqu'on lui parle de migration et d'accueil des migrants? Bien, C'est dur. bienheureux celui qui accueille l'étranger. Hein. Ça, c'est un psaume. Alors, on ne fait pas de politique, mais il est évident que là, on touche à quelque chose de très sensible en tant que témoin chrétien dans la société dans laquelle nous sommes, car nous savons bien que la question de la migration comporte d'énormes volets. Enfin, je veux dire, ça touche tout le monde d'une manière générale. Ça touche tout le monde, aussi bien les migrants que ceux qui sont là. Mais le chrétien, lui, nous chantons tous les dimanches le psaume dans lequel il y a le verset « Bienheureux celui qui accueille l'étranger ». Moi, je dirais aussi voyageurs sur la terre, étrangers et voyageurs sur la terre. C'est notre condition humaine à la suite d'Abraham. Il y a un leurre dans le fait de se croire installé quelque part. Il est fort, le leurre. Oui, il est fort, mais il est humain. pour moi aussi, voilà, dans ce qui constitue notre humanité et le fait que Dieu nous appelle à sortir, nous appelle à partir, à sortir de nous-mêmes, de nos habitudes, de nos limites aussi. Et que cet appel-là, il va avec une rencontre. On va vers nous-mêmes, on va vers toi, pour l'appel d'Abraham, mais aller vers soi, c'est aussi aller vers l'autre. Et voilà, je crois qu'il y a quelque chose de très fort pour moi aussi dans cette identité qui n'est pas une assignation à résidence, mais qui est quelque chose en chemin et en mouvement. En fait, il y a une exigence derrière tout ça. Il y a vraiment quelque chose qui est un signe de contradiction, qui va à rebours des opinions montantes, grandissantes. On est tous intérieurement un peu effarés, un peu effrayés par la différence, par la diversité. Enfin, moi, je ne me pense pas plus forte que les autres. Il y a des choses qui me font peur chez la personne qui n'est pas comme moi. Donc, moi, je comprends cette démarche-là. Mais j'entends aussi la phrase d'évangile qui dit « J'étais étranger, vous m'avez accueilli ». Ben oui, ben oui. Tout à fait. Et Rafi, vous qui représentez une communauté dont vous nous avez dit tout à l'heure qu'elle n'a pas été vraiment très bien accueillie, au commencement en tout cas, et qui a dû faire sa place dans cette ville de Marseille, peut-être que ce témoignage que vous portez là, il est aussi essentiel pour l'actualiser vis-à-vis d'autres populations qui à leur tour arrivent. Et c'est d'ailleurs incroyable le leurre que disait Anne jusqu'à maintenant, qui perdure. Les anciens migrants ont oublié qu'ils étaient migrants, ils sont bien installés. Et quand d'autres vagues migratoires arrivent, et pour le peuple arménien, il y a eu ceux qui ont fui Istanbul et les colonels dans les années 60, la guerre du Liban dans les années 80, ceux qui partent d'Arménie après les guerres du Karabakh, après maintenant l'Ukraine. Donc il y a des vagues successives régulièrement et les plus anciens, nantis, voient toujours d'un mauvais œil ceux qui viennent d'arriver et se remettent pas en question en disant ils arrivent, ils ont les mêmes vides, ils ont perdu ils ont perdu tout espoir. Où est ton salut dans Jésus? Tu vas à l'église tous les dimanches et là, il y a un étranger qui est à ta porte et pourtant c'est ton frère. Alors le reportage qui va suivre va nous permettre d'aller plus loin sur les propos que vous venez de tenir, puisque la ville de Marseille et sa population eh bien, sont en première ligne depuis le début de la crise ukrainienne. Cela tient au lien entre le port d'Odessa et la cité phocéenne, mais aussi à l'élan spontané de solidarité des Marseillais à l'égard des Ukrainiens. Marseille-Odessa, les liens de la mer, c'est un reportage signé Jérôme Tournier. Marseille, un dimanche matin dans le quartier Saint-Jean-du-Désert. Tout est calme aux abords de cette chapelle, mais à l'intérieur règne une véritable ferveur. Des fidèles se retrouvent autour du père Nicolas, prêtre de l'église gréco-catholique ukrainienne. Il a été envoyé ici par son évêque pour fonder une nouvelle communauté. Je suis venu à Marseille 30 mai 2018.
Bien sûr, avant la guerre, l'église était moitié pleine. Maintenant, vous voyez, c'est presque plein. Aujourd'hui, la communauté fait revivre cette chapelle latine, prêtée aux Ukrainiens de Marseille avec le soutien des habitants du quartier. La chapelle était libre et la mairie nous a demandé si on voulait bien accueillir les Ukrainiens et tout. Et mon mari a dit oui, bien sûr. Moi, je n'étais pas à la réunion, mais il n'y a pas que mon mari, ma voisine aussi. Et ils ont tous dit oui. Le temps de convivialité après la messe, c'est le moment de resserrer les liens. Car bien sûr, ici, la guerre est dans tous les esprits. C'est comme à la famille, on a une malheur pour tout le monde. Et voilà, on est obligé de se grouper et être solidaires pour soutenir les soldats ukrainiens, le peuple ukrainien qui souffre maintenant des bombardements, qui est maintenant dans l'obscurité, privé d'électricité, de tout. Voilà. Chaque Ukrainien se mobilise comme il peut. Et moi, comme prêtre aussi, j'ai mobilisé tout ce que je pouvais mobiliser. Dès le début du conflit, les Marseillais ont réagi et se sont montrés généreux en offrant des produits de première nécessité, en manifestant publiquement leur soutien aux victimes de la guerre. Et en septembre dernier, un roulier chargé de 10 tonnes de biens d'équipement et de vivres a quitté le port de Marseille à destination de la mer Noire. Les liens entre la cité phocéenne et l'Ukraine ne datent pas d'hier. Baignée par 12 mers ou océans, l'Union soviétique ne compte pas moins de 200 ports et celui d'Odessa se situe parmi les 6 premiers. Marseille et Odessa sont des villes jumelées depuis 1972. À l'époque, Gaston Defferre était maire et l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique. Oui, le drapeau soviétique flotte aujourd'hui aux côtés des drapeaux français et marseillais devant la mairie de Marseille. Pour développer dans une meilleure compréhension mutuelle le sentiment vivant de la fraternité. Les deux grandes villes portuaires sont liées par la mer. De la mairie. En mars dernier, la cité phocéenne a accueilli ce ferry à quai afin d'y héberger temporairement des réfugiés ukrainiens. Ce n'est pas un ferry en partance, mais un refuge pour des centaines d'Ukrainiens qui ont fui la guerre. Les réfugiés, essentiellement des femmes et des enfants, sont arrivés par vagues. Certains ont vécu ici quelques jours ou quelques mois, le temps de trouver une solution. Si désormais le navire d'accueil n'est plus là, de nombreux réfugiés hébergés à son bord sont restés à Marseille. Comme Katerina, originaire d'Odessa. Je suis partie pendant les premiers jours de la guerre. Ça a été un long voyage avant d'arriver à Marseille. On m'a proposé de rester sur le bateau et j'ai accepté. Ça a été une grande aventure pour nous tous qui avons vécu à bord de ce ferry. Car c'est comme si nous étions arrivés nulle part. Je n'avais pas l'impression d'être en ville. J'avais l'impression d'être sur le bateau, d'être en route et de ne pas être arrivé. Signe de la Providence, Katerina a finalement trouvé un emploi ici, dans le port commercial de Marseille, au foyer des marins. J'aime bien ce travail. Parfois c'est un peu fou, mais ça me plaît bien. J'apprécie qu'on m'ait donné cette opportunité, car mon but n'est pas d'être une réfugiée. Et maintenant, je peux vivre une vie à peu près normale. Les Ukrainiens constituent le 3e effectif de marine marchande au monde et ils sont nombreux à faire escale à Marseille. C'est à chaque fois un plaisir de rencontrer des Ukrainiens ici. Ils sont vraiment surpris de me voir dans cet endroit. Je commence toujours par leur demander où est leur famille.
Tous ces hommes qui travaillent actuellement en mer et qui ne peuvent pas rentrer. Le plus dur, c'est quand leur famille est restée en Ukraine et qu'ils ne peuvent pas voir leur épouse, leur mère, leur sœur, leur frère, leur père. Accueillir les marins qui débarquent, c'est la mission des aumôniers de la mer. Et c'est aussi la mission du père Nicolas. Dans l'équipe des aumôniers, aujourd'hui, il est accompagné de Jean-Philippe, diacre catholique et ancien officier de la marine marchande, et du révérend James, prêtre anglican. Bonjour, comment ça va? Bien. Quel est votre poste? Je suis le 3e adjoint du capitaine. Ensemble, au-delà de leur mission spirituelle, ils veillent à être présents pour tous sans distinction. Être aumônier pour les marins, c'est un service un peu spécial. C'est toujours être humain pour tout le monde, parce que sur le bateau, c'est pas toujours les chrétiens. Hein. Il y a aussi des musulmans, il y a aussi des athées, il y a aussi qui croient pas. Voilà, donc il faut rester humain. Accueillir un marin, c'est commencer par l'écouter. Et c'est lui qui a des questions, c'est lui qui a besoin de parler, c'est lui qui nous guidera dans l'échange qu'on va avoir. Ils ont toujours confiance. Ils ont confiance sur le plan humain, ils ont confiance sur le plan financier. Ils nous confient leur argent pour envoyer aux familles. Enfin, ils ont une très grande confiance dans tous les domaines. Et en particulier une confiance spirituelle. Donc ils savent que de toute façon, tout ce qu'on fera, c'est pour les aider. C'est bien que nous, les Ukrainiens qui arrivons ici, puissions recevoir de l'aide. Oui, c'est bien. Dans des périodes de conflit, tout ça, ils ont besoin de se confier. Ils peuvent aller jusqu'à nous dire des choses qui sont extrêmement personnelles, même des avis politiques qui, chez eux, enfin voilà, ils pourraient pas les dire à n'importe qui. Dans nos foyers, on les entend, quoi. Dans nos foyers, on les entend. Et bien entendu, on les garde pour nous. On est là pour tout le monde. Moi, je suis anglophone, donc parfois je peux communiquer plus facilement avec les gens de partout. Et on voit avec douleur ce qui se passe sur les écrans à l'Ukraine. Et c'est chaque jour, c'est ça qui est dur. Et je pense que les marins, ils le ressentent aussi, c'est clair, même s'ils sont d'ailleurs. Il est mobilisé s'il rentre. Il est mobilisé s'il rentre au... Je crois, oui. Ouais, c'est ça. Marseille est une terre d'asile. Et les Marseillais accueillent depuis toujours ceux qui arrivent par la mer. L'accueil, c'est aussi la vocation de cette association protestante. Baptisée Maraban, ça veut dire bienvenue en arabe, elle est tournée vers l'aide aux exilés. Ouais, mais avec le verbe vouloir. Dans cette église évangélique transformée en salle de classe, ils peuvent suivre gratuitement des cours de langue française. Je vais. Oui, c'est ça. Mais on demandait juste le présent. Je vais aller. Ce matin, en cours, 2 Ukrainiennes. L'une est réfugiée, l'autre vit ici depuis plusieurs années. Je suis arrivée début mars. Merci beaucoup à la France et à tous les Français qui nous ont aidés. Ils nous apportent de l'aide humanitaire et maintenant ils nous donnent beaucoup de possibilités à nous, les Ukrainiens, de nous intégrer dans le pays. Nous avons la possibilité de suivre des cours de français, de vivre ici avec nos familles, de nous épanouir et de nous adapter. Ils nous soutiennent et nous aident par tous les moyens. Surtout moralement. Ils nous donnent la possibilité de trouver de nouveaux amis, beaucoup d'amis. Je m'appelle Botez Lydia, je suis nationalité ukrainienne, j'habite à Marseille. Je viens ici 5 ans et 4 mois. Je parle ukrainienne, russe, italienne, roumaine et un petit peu français. Anna fait aussi partie de ces réfugiées ukrainiennes accueillies par Maraban. Arrivée en mars dernier, elle a été embauchée par l'association. Désormais, c'est elle qui accueille les autres. Nous sommes toutes de pays différents et de cultures différentes. Mais ici, on se sent comme à la maison, y compris avec des gens dont la culture nous est totalement étrangère.
Peu importe votre pays d'origine, votre nationalité ou quel Dieu vous priez, nous devons nous aider les unes les autres et être ensemble. C'est notre force. Quand Anna est arrivée, on a eu des moments d'échange et c'était vraiment bouleversant de sentir tout ce qu'elle vivait. Et ça pousse à chercher des solutions particulières et vraiment adaptées. Grâce à cet emploi, Anna peut désormais subvenir aux besoins de sa famille. Elle est arrivée à Marseille avec sa mère et ses 2 enfants, mais sans son mari. L'état de guerre oblige les hommes de 18 à 65 ans à rester en Ukraine. Aujourd'hui, des Marseillais continuent de se mobiliser. Autour du père Nicolas, ils ont créé la Fraternité France-Ukraine-Provence, une association laïque qui réunit croyants et non-croyants. Ensemble, ils ont déjà réussi à expédier 7 semi-remorques de vivres vers l'Ukraine. Il faut les reloger impérativement. Mais David, le président, constate un changement de tendance. Il n'y a plus beaucoup de dons qui arrivent. Donc les gens se sont un petit peu essoufflés parce qu'ils sont passés à autre chose, on parle moins de la guerre et pourtant elle fait toujours rage et les besoins sont toujours aussi nombreux et je dirais encore plus nombreux qu'au début de la guerre. Et voilà, il faut mobiliser mais ça prend beaucoup de temps, c'est énergivore mais on lâche pas le morceau. Tout le monde fatigué. Tout le monde sont fatigués. Les Français, les Ukrainiens, même il y a des gens qui continuent, même si c'est fatigant, même si ça ont baissé, on continue. Voilà, vous pouvez voir les gens qui se fatiguent jamais pour aider l'Ukraine. Voilà, c'est David, Marc et les autres, voilà. On s'occupe aussi du logement, des mamans qui sont là derrière nous. L'État souhaite les faire sortir de Marseille. Donc c'est assez compliqué pour elles parce qu'elles sont là depuis le mois de mars. Donc elles ont commencé à nouer du lien, à recréer quelque chose, donc retrouver une stabilité. Et là on leur demande de recommencer tout ça ailleurs. Et souvent elles se disent mais si je suis obligée de partir, je rentrerai chez moi. Et ces personnes qui rentrent chez elles, elles n'ont plus rien chez elles souvent. Finalement, sur 6 familles censées devoir quitter Marseille, 5 ont pu être relogés sur place. Et un convoi de vivres et de biens d'équipement devait partir au début du mois. Preuve qu'entre Marseille et l'Ukraine, les liens restent solides. Alors pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, mais je précise que nous vivons une matinée œcuménique qui réunit donc tous les programmes chrétiens du dimanche matin sur France 2 et puis que nous avons la chance de vivre cet événement dans un lieu magnifique qui est ce musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, autrement appelé le MUSEM, qui est devenu un haut lieu de la ville de Marseille et qui évoque à travers des expositions les différentes cultures des pays du pourtour méditerranéen, mais aussi leur métissage. Alors, Père Jean Guette, la crise ukrainienne, c'est un drame et un trouble. Un trouble pour tout le monde, mais j'imagine spécifiquement pour la communauté orthodoxe. Alors vous, qui en êtes un pasteur local, comment vous gérez ce trouble? Comme je peux. Mais c'est évidemment le sujet, de ce point de vue-là, spécifique, très particulier et particulièrement difficile et particulièrement dramatique. Il ne s'agit pas de faire une hiérarchie des drames. Mais là, ce qui est particulier, c'est que ce sont des peuples. Écoutez, les Ukrainiens sont Ukrainiens, ils ont une identité ukrainienne, c'est incontestable, mais ils sont vraiment très proches quand même des Russes. Et ils ont pris dans l'espace russe pendant des siècles d'une manière ou d'une autre. Je ne conteste pas leur spécificité. Mais là, il s'agit d'une guerre fratricide. D'abord, c'est une guerre, c'est une invasion, et elle est fratricide. Elle est fratricide ethniquement, elle est fratricide surtout d'un point de vue de l'orthodoxie. Et ça, c'est presque un cas unique. J'ai un petit peu recherché, il y a eu un affrontement bulgaro-grec au XIVe siècle, je crois au XVe siècle. Mais sinon, fondamentalement, c'est une nation qui se définit d'un point de vue identitaire comme orthodoxe, la Russie, et qui agresse, comme c'est pas permis, une autre nation qui se définit aussi très largement d'une manière orthodoxe. Bien évidemment, nous le savons. Là, pardonnez-moi, je reviens un tout petit peu sur cet événement, parce que tout le monde le sait, on l'a déjà entendu. Oui, c'est vrai
que la Russie, que l'Ukraine et de Kiev est le berceau de la Russie. C'est un fait historique, c'est clair. Le baptême de la Russie, quand on en parle, c'est le baptême du prince de Kiev. Donc c'est vrai que ça commence là. Mais après, il y a quand même, je veux dire, un élargissement, une diversification, et d'un point de vue géographique, d'un point de vue ethnique. Arrivé au bout de 10 siècles, il y a encore une fois une diversification, mais il y a aussi quand même un profond passé commun, il y a une profonde racine commune. Et c'est pourquoi donc c'est un conflit qui est vraiment très dramatique. Et sur le plan paroissial, je dois bien dire que après, voilà, je viens de fêter mes 40 ans de pastoral et je n'ai jamais eu de problème de ce type-là. Des gens sont passés. J'ai une paroisse qui, de fait, a toujours eu comme ça des gens de passage. Donc, je connais bien la situation. Nous avons accueilli déjà avant le début de la guerre, nous avons accueilli après Maïdan les premiers Ukrainiens qui sont restés avec nous 5 ans, 6 ans. Certains sont passés d'ailleurs dans la paroisse ukrainienne dont nous avons vu tout de suite le reportage. Et donc nous avons très bien vécu et l'agression russe contre l'Ukraine a créé un trouble pour les Ukrainiens et pour les Russes qui n'avaient pas la conscience tranquille alors qu'ils n'y étaient pour rien directement. Voilà, donc j'ai fait ce que j'ai pu. C'est là où j'évoquais tout à l'heure les citations bibliques, et que la pastorale est quelque chose de concret, de rappeler aux uns, écoutez, nous sommes d'abord ici chrétiens, nous sommes d'abord ici parce qu'au nom du Christ, dans la tradition orthodoxe, dans la confession orthodoxe, mais acceptons-nous les uns les autres. Ne transposons pas le conflit national, politico-national, au sein de la paroisse. Et c'est pas toujours évident. Alors, à des titres différents, mais nous sommes tous concernés par ce conflit, bien évidemment. Alors, comment vos communautés se sont-elles mobilisées? Peut-être on peut commencer par vous, Rafi, parce que vous êtes médecin et que j'ai ouï dire que vous soignez des Ukrainiens qui sont arrivés sur notre territoire. Alors, je suis médecin généraliste et je fait partie de l'organisation de la communauté arménienne sur Marseille qui s'appelle CCAF et nous avons créé une commission médico-sociale qui est en relation avec tous les acteurs médicaux et sociaux, Jeanne Panier, avec Caritas, pour tous les nouveaux migrants. Et en particulier, il se trouve que, particularité locale, nous accueillons beaucoup de doubles réfugiés. Des gens qui ont fui l'Azerbaïdjan dans les années 90, après les pogroms de Bakou, qui a précédé la première guerre du Karabakh, et qui sont allés s'installer ailleurs en ex-URSS. C'était donc en Russie et surtout aussi à Odessa, en Ukraine. D'un point de vue géopolitique, tout a changé. Ils se retrouvent avoir, depuis 30 ans, fait leur famille en Ukraine et sont chassés maintenant de ce pays. Ils arrivent ici, double réfugiés, double peine. Et il faut être donc à leur côté pour les accompagner aussi, ce qui est la moindre chose de la part d'anciens migrants. Quels sont les besoins qui se manifestent à vous du point de vue de ce drame de l'Ukraine ? C'est essentiellement d'abord de l'accompagnement pour l'accès aux droits, voilà, et puis un problème de logement. C'est quand même le gros problème à Marseille. Enfin, je suppose qu'on n'est pas la seule ville, mais c'est quand même un des énormes problèmes à Marseille au niveau des personnes migrantes et des personnes en grande précarité. C'est le problème de logement. Au point, on l'a vu, que des migrants étaient ou sont peut-être encore maintenant, je l'ignore, dans un bateau, dans un de ces navires comme celui qui est derrière nous. C'est terminé. Mais ça a duré quand même pendant un certain temps. 6 mois. Oui, 6 mois. Alors, quels besoins? Comment mobiliser la communauté J'ai envie de dire que c'est les mêmes besoins que pour les autres migrants. L'actualité met de temps en temps le focus sur les uns ou sur les autres, mais il faut à la fois s'adapter en permanence et en même temps, il y a une remarquable stabilité des besoins. La question du logement, c'est sûr, la question de la langue. Et puis moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans le reportage, c'est la question de l'amitié. Oui. Voilà, pouvoir être comme à la maison, c'est aussi pouvoir faire des choses simples et futiles, comme fabriquer des choses avec ses mains, et puis c'est l'occasion de discuter. Voilà, on est toujours en deçà dans la réponse. On n'arrive jamais à répondre à l'ensemble des besoins. Moi, ce que j'aime dans cette ville de Marseille, c'est qu'on sait tous ça, on ne se résigne pas, c'est pas grave. Le petit pas qu'on fait, c'est déjà un pas qui est fait, hein, ce que disait Anne tout à l'heure. Et puis, il y a une résilience permanente des habitants de cette ville, avec aussi beaucoup de joie. Tu l'as dit aussi tout à l'heure, chaque jour, je remercie le Seigneur d'être là. Voilà, donc on ne peut pas répondre à tous les besoins. Moi, j'ai relevé l'expression « confiance spirituelle ».
chez ces migrants lorsqu'ils rencontrent des croyants. C'est beau ça. Oui. Confiance spirituelle. Qu'est-ce que vous mettez derrière? Ça vous parle? Ça va même au-delà entre chrétiens. Oui. Nous, on a beaucoup d'expériences aussi avec des gens qui sont issus de l'islam, qui sont ravis de rencontrer quelqu'un qui est tout simplement croyant. Je crois qu'il y a ce qu'on disait tout à l'heure sur la fraternité, voir d'abord dans l'autre un être humain, avant de voir son histoire, ses problèmes, ses besoins. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir les besoins et essayer d'y répondre. C'est-à-dire qu'on ne voit pas d'abord l'autre comme ça, mais comme une personne. Alors les crises, elles se cumulent, c'est jamais terminé. Il y a celle du Haut-Karabakh aussi qui doit mobiliser, je l'imagine, votre communauté. Quelles nouvelles vous en avez? Comment vous pouvez nous en parler? Je ne suis pas journaliste, je suis encore moins historien, mais en 2 mots commençants, il y a quand même 120 000 personnes qui sont dans un embargo complet, victimes de cette férocité géopolitique. Et on en parle nettement moins, alors que les hôpitaux sont à bout de souffle, les personnes ne sont plus nourries convenablement. Il y a un blocus, on n'en parle pas, c'est aux portes de l'Europe, 120 000 personnes, c'est énorme. Alors comment vous les aidez concrètement? On les aide en faisant du bruit à faire en sorte qu'on en parle. Là, j'en parle. À droite et à gauche, on en parle, de tous les élus. Les représentants nationaux, députés, sénateurs ont unanimement, vent debout, se sont montrés pour une résolution pacifique de cet embargo, de cette guerre qui n'en finit pas. Il y a un arménocide qui continue. Ça a commencé il y a plus de 100 ans, ça continue, petit à petit, on veut nous éliminer. Alors notre émission s'approche de sa fin et moi j'aimerais bien... pour terminer, que les unes et les autres, eh bien, vous nous livriez le fond, j'allais dire, de votre cœur et de votre foi au regard de cette problématique de la migration dans le monde contemporain, alors qu'elle suscite tant de peur, tant de réticence. Quel est au fond le message que vous souhaiteriez, si vous le ramassez, le transmettre au peuple chrétien dans une optique œcuménique, puisqu'on a la chance de vous avoir aujourd'hui tous rassemblés, donc ce ne sera pas le message de l'Église catholique, orthodoxe, etc., mais ce sera celui de tous et de toutes. Qui veut commencer? Père Jean, allez-y. Vous êtes désigné. Nous avons évoqué au cours de cette émission donc la question de la migration au sens large du terme qui concerne Marseille, qui concerne notre pays, qui concerne l'Europe, qui concerne le monde entier. Donc je crois qu'il faut distinguer les choses. D'une manière générale, nous vivons aujourd'hui, nous avons une connaissance de toutes les réalités planétaires en temps réel, et ce n'est pas facile à porter psychologiquement et spirituellement. C'est nouveau. Du temps de l'Évangile, les gens ne connaissaient pas, n'avaient pas une telle vision des choses. Et donc l'Évangile s'adresse directement à ceux que l'on rencontre. Vous savez, la parabole du bon samaritain, c'est celui que je rencontre personnellement. Alors celui que je rencontre personnellement, quand on parle de Marseille, ça va, c'est celui qui vient ou auquel je vais. Maintenant, à travers la télévision et tous les moyens de communication, est-ce que je rencontre celui que je vois aujourd'hui en Ukraine, que je vois en Afrique, que je vois en Afrique? Je ne le rencontre pas véritablement. Nous sommes très perturbés par cela. Et je dois dire qu'en tant que pasteur, c'est un sujet qui me remue un petit peu en permanence. D'ailleurs, je l'évoque souvent paroissialement. Et la seule réponse que je me donne, c'est que, vous savez, il n'y a pas de paradis terrestre, il n'y en aura pas, il n'y en a pas eu d'ailleurs, il n'y aura pas rétablissement de paradis terrestre. Et nous tendons de plus en plus vers une réalité ontologique et que nous sommes là pour être les témoins du Christ. Et être les témoins du Christ, c'est les versets de tout à l'heure, c'est celui que j'étais étranger, vous m'avez accueilli, ou le verset biblique, et donc fondamentalement le Samaritain, celui que je rencontre. Est-ce que vous n'avez pas dit l'essentiel là, en déplaçant ce sujet de l'ordre de l'idéologie à la rencontre humaine? Quand le migrant prend un visage, celui d'un être rencontré. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà. C'est-à-dire que cet accueil de l'autre, c'est aller vers soi-même, mais aussi se laisser rencontrer par ce Dieu qui nous a rejoints dans ce plus petit. C'est pas un Dieu qu'on s'est construit. Enfin, Christ, il est venu nous rejoindre là. C'est pas confortable, on est d'accord, c'est pas confortable pour personne. Mais n'empêche que c'est l'ouverture sur une dimension de la vie qui a quand même une autre intensité. Adjuro, pour la pastorale
Non, moi l'image qui me vient, c'est, on vient de le vivre, hein, c'est cette image de cette petite famille à Noël qui est partie de son pays, cette petite jeune fille qui s'est mise en marge de la société, qui a eu un enfant, voilà, dans une étable. On n'a pas de plus bel exemple. Voilà. Hein, ils ont quitté leur pays, ils ont été accueillis ou pas. Et voilà, moi je dis, voilà, suivons l'exemple du Christ, regardons la figure du Christ et je crois que là, on sera capable d'accueillir l'étranger. Merci pour ce rappel. Rafi, le mot de la fin? Plutôt que d'aller voir jusqu'à des milliers de kilomètres ce qui se passe, allez voir vos voisins. Ça se passe à côté de chez vous. Merci, merci du fond du cœur à vous, nos chers invités, représentants de la diversité, de la richesse des communautés chrétiennes de Marseille. Merci bien sûr au MUCEM, je le répète, courez visiter le MUCEM, c'est magnifique, le site est magnifique, l'architecture, tout est beau.